Bon, maintenant, vous avez la classe. Moi, j'aime parler, vous voyez, de la structure peut-être économico-politique. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas la classe politique et puis maintenant la classe économique de côté, parce que la classe économique est très intégrée, vous voyez, très impliquée dans le jeu politique, que ce soit ouvertement, que ce soit derrière les rideaux, parce qu'elle a les moyens, elle a l'argent, elle finance des choses, elle finance des gens, pas vrai? Et maintenant, est-ce qu'il y a un projet national? Est-ce qu'il y a une vision nationale? Je ne dis même pas nationaliste, nationale, en termes d'avoir un pays et de vouloir que ce pays progresse. Et que s'il faut que ce pays progresse, donc il y a un sens de la mesure qu'il faut avoir. Et que des fois, il faut être d'accord pour faire, je dirais, des compromis. Pas des compromissions, mais des compromis. Négocier. Ce négocier ne veut pas dire que tu dois faire ce que je veux ou que je dois faire ce que tu veux. Négocier veut dire que moi je donne ça, tu donnes ça, tu donnes ça, je donne ça, et puis on se rencontre quelque part au milieu pour sauver le pays. Donc on a perdu tout ça, pas vrai? On a été très léger dans la transition de l'après-février 86, pas vrai? On a perdu les élections de novembre 87. Gérard Gou probablement serait devenu président, pas vrai? Donc, aurait-il été un bon président? On ne saura jamais, puisqu'il n'a pas été président. Donc, Maniga est monté, l'armée s'est révélée un élément relativement nocif, il faut l'admettre, pas vrai? Aussi par son mode de vision. Ces messieurs-là, ils puissent s'amuser, le pouvoir pour le pouvoir. La corruption est entrée aussi dans l'armée. Donc on voit, moi j'ai vu des jeunes majors, faire l'étalage de richesses incroyable. Ils touchaient quoi? 600 $, 1000 $ par mois, pas vrai? Avoir des Jeep Mercedes, leurs femmes roulaient en BMW. Ils montaient de ces villas de 2 étages, dans les hauts perchoirs de nos beaux quartiers et sur les bords de la mer. Et la société trouvait ça normal. Quand maintenant une société accepte ce niveau de corruption et qu'on ne vous met pas en examen, comme dans des pays où les choses se font selon des principes, eh bien, on doit tomber. Ça ne veut pas dire qu'il y a seulement la corruption en Haïti. Parce que là, hier, on parlait là, on me disait que la quantité de Speaker of the House de Massachusetts qui se trouvent en prison maintenant. Il paraît que le destin... il y a un procès actuellement. Il y a un procès actuellement. Il paraît que le destin de ces messieurs-là, c'est la prison. En l'Illinois, d'où je viens, maintenant, c'est les gouverneurs maintenant. Donc, nous avons une tradition de gouverneurs pourris. Donc, la corruption est partout. Oui. Mais ce qui nous tue pour moi aussi, entre autres problèmes, c'est l'impunité. Il faut que si l'on vous prend, l'on vous fasse payer pour que le système marche. Chez nous, nous sommes le cancer de notre propre système, qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Donc, au fil de ces comportements pernicieux et dévastateurs, l'État s'affaiblit. On dit maintenant que l'État haïtien est en faillite. Donc, il se trouve qu'on développe une dépendance vis-à-vis de l'étranger. Maintenant, on est dans un système de l'assistanat. Les ONG sont devenus des États dans l'État. On parle de 10 000 ONG dans le pays. Et la communauté internationale, qui dit vouloir nous aider, maintenant décide de ne pratiquement pas donner de ressources à l'État haïtien, de faire tout passer par les ONG. Donc on est dans un cercle vicieux maintenant. Pas vrai? On ne donne rien à l'État parce que l'État est corrompu et faible, mais en ne donnant rien à l'État, vous affaiblissez l'État davantage. Alors maintenant, d'où est-ce qu'on sort? Quand est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux? Donc c'est ce problème grave que nous avons là et qui m'a poussé à écrire cette affaire-là. On voit là également l'absence de vision. Mais quand on parle de vision pour un pays, ce n'est pas la tâche des politiciens, ce n'est pas la tâche de ceux-là qui ont les rênes du pouvoir, ce n'est pas la tâche de l'élite économique. Et vous autres intellectuels, quand on parle de vision, quelle responsabilité vous avez dans tout ce qui se passe en Haïti? Bon. Maintenant, il y a cette tradition, je suis content de cette question, il y a cette tradition de reprocher aux intellectuels, les intellectuels sont ceci, les intellectuels sont ceux-là, ils ont démissionné, ils ne font rien, pas vrai? Non, je parle de vision. De vision. Bah, je vais venir à la vision, pas vrai? Les intellectuels ne sont pas supposés avoir le monopole de la vision. Vous voyez? On peut prendre des exemples, c'est-à-dire, prenons l'exemple d'un homme comme Pinochet au Chili. Il me semble qu'il avait une vision pour son pays. Dans sa dictature, dans la terreur qu'il déployait de façon à
réaliser le Chili qu'il voyait, pas vrai? C'est quoi une vision? Une vision, c'est une capacité d'imaginer le futur, d'imaginer le réel à partir de ce qu'il y a maintenant, de décider que ce qu'il y a maintenant, c'est pas bon, on ne le veut pas, et que moi, en tant que nationaliste, je pense, j'envisage un autre futur, une autre réalité pour mon pays, et que je suis disposé à prendre les voies et moyens pour l'application de cette nouvelle réalité. Donc, on visualise quelque chose. Donc, pour moi, c'est ça une vision. Et là, maintenant, personne n'a le monopole de la vision. Donc, les intellectuels, oui, des gens qui ont une formation, etc., qui ont une capacité à penser, peuvent articuler une vision, oui. Mais du point de vue de vision, de conception d'une vision, n'importe qui peut avoir une vision. Maintenant, de s'amuser avec le pouvoir, de chercher à garder le pouvoir pour le plaisir de garder le pouvoir. Hein? S'ils avaient une vision, ils voulaient être une armée professionnelle pour le bien d'Haïti. On aurait eu une Haïti différente probablement aujourd'hui. La bourgeoisie, la classe des affaires, peut avoir une vision. Parce que historiquement, la bourgeoisie est une classe de capitaine d'industrie. Une classe qui mène le développement économique de sa société. Et une classe qui se fait le leader naturel des autres classes moins nanties, même si c'est une classe qui est après ses affaires, qui cherche ses profits, mais quand même qui cherche ses profits dans un contexte de ne pas détruire le pays. Parce que si maintenant c'est votre pays, vous voulez vous enrichir et que vous détruisez le pays, hein, par une mauvaise politique sociale, eh bien, c'est pas durable, ça. C'est pas soutenable d'avoir des politiques pareilles. Donc, c'est pourquoi une bonne bourgeoisie, c'est une bourgeoisie, pendant qu'elle fait son argent, mais a aussi un souci d'avoir une certaine distribution, même si ce n'est pas parfaitement équitable, mais quand même, les pauvres, ceux qui sont laissés pour compte en bas de l'échelle sociale, il faut certainement quelques distributions à ce niveau-là. Donc, une bourgeoisie en tant que classe peut avoir une vision. C'est-à-dire que la bourgeoisie dominicaine, peut-on dire, si on regarde les résultats, il me semble qu'elle a une vision de la République dominicaine, hein, de la stabilité qui doit exister là. Donc, tous les secteurs sociaux peuvent avoir une vision. Et là, maintenant, en tant que société, hein, comment est-ce qu'on va se réunir pour se mettre ensemble et s'entendre sur une vision, sur un projet de société, et se mettre en branle, déterminer les moyens, mettre en branle les moyens pour la réalisation de ce projet de société. Donc là, moi, je refuse de dire que c'est seulement les intellectuels. Oui, les intellectuels, bon, là, maintenant, on pourrait faire peut-être une transition vers le groupe là, qui a émergé au Canada, dans lequel je sers, je fonctionne, c'est le GRAN. Bien avant de parler du GRAN, vous avez mentionné à plusieurs reprises, en réponse à mes questions, vous êtes nationaliste. Comment vous vivez cette période qui a débuté, je crois, depuis 2004, même avant 2004, 1994, avec le retour d'Aristide au pouvoir, on est pratiquement, on connaît une période d'occupation militaire, ça fait déjà 15 ans. Comment un intellectuel, un nationaliste, comment vous vivez cette période? Mais c'est une période déprimante, triste. Ça vous brise le cœur. Parce que nous parlons d'Haïti. Et qui dit Haïti dit une histoire. Pas vrai? En fait, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire, on critique le régime des Duvalier, mais si maintenant il faut faire de l'analyse historique équilibrée et être tant soit peu objectif, vous voyez, on peut dire, avant 7 février 86, ce n'était pas comme ça. C'est pas dire que Haïti était entièrement indépendant, pas vrai, mais on avait quand même un certain exercice de notre souveraineté en tant que nation libre. Pas vrai. En fait, l'un des peut-être rares points positifs qu'on peut reconnaître à François Duvalier, c'est d'avoir, après l'occupation américaine, après l'influence américaine extraordinaire qui existait, même surtout après leur départ en 1934, après la fin de l'occupation, d'avoir un petit peu restauré une certaine souveraineté, d'avoir été même, je dirais, un petit peu hanté par l'idée de renforcer cette souveraineté. Hein. Bon, il est vrai qu'il a
confondu Haïti et Duvalier. On prend l'étranger pas mêlé dans les affaires Duvalier, ça dit étranger pas mêlé dans les affaires Haïti. Mais quand même, à dire que, en tant qu'Haïtien, descendant de ces héros de 1804, on pouvait comprendre ça, parce que c'est ça notre histoire. C'est ce que nous sommes, Haïti. C'est ça, Haïti. Il n'y a pas d'Haïti sans ça. Pas vrai? Donc, voir maintenant comment on est arrivé non seulement à cette situation, mentalité de dépendance non seulement économique, mais de dépendance politique, où maintenant l'opérateur politique en Haïti s'attend à ce que l'étranger vienne et mette de l'ordre et dise quelque chose. On n'a qu'à regarder les divers événements politiques de ces dernières années, pendant les dernières élections. Mais n'est-elle l'intervention des étrangers? Qui serait président aujourd'hui? Quelle aurait été la situation du pays aujourd'hui? Moi, pendant le deuxième mandat de Préval, je vais souvent en Haïti, une fois, souvent 2 fois par année. Mais pratiquement chaque fois que je vais, il y a une manifestation qui se fait au Champ de Mars pour demander le départ de Préval. Il faut le racheter, il faut l'aller. Donc s'il n'y avait pas les étrangers là, est-ce que l'ancien président Préval aurait pu faire ces 5 ans comme il les a fait? Ce sont des choses tristes à dire. Mais il nous faut nous-mêmes voir notre réalité. Dire les choses comme elles sont, hein, que, en fin de compte, c'est triste d'avoir ces étrangers-là, mais il se trouve que, apparemment, les étrangers ont une certaine stabilité. Une certaine stabilité. C'est-à-dire que, pouvez-vous imaginer ce que la situation serait aujourd'hui, compte tenu du jusqu'au-boutisme traditionnel, historique, qui déjà s'exprimait lors des dernières élections. Donc il a fallu l'étranger pour dire non, on n'accepte plus ça de vous. Donc, nous nous comportons de manière complètement irresponsable, pas vrai, mettant les émotions partout, l'intérêt personnel partout. Haïti n'existe plus. C'est nos intérêts personnels, c'est le pouvoir pour le pouvoir, sans vision, sans projet de société. Donc maintenant, nous nous retrouvons avec cette situation de dépendance, d'occupation de fait. Mais nous